Bonsoir messieurs, dames. Les nommés pour le prix des meilleurs participants Tipeee sont Carotte, Tot, Chavon et El Pouillon. Ouais. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui ne te laissera jamais tomber, qui ne t'abandonnera jamais. Je serai là pour toi, ma baby. Nous sommes le 25 juin lors de cette diffusion. Nous sommes donc censés être au bord de la piscine au soleil avec la joie et le bonheur. Et je suis Wana Pied et j'accueille... Mathieu, qu'est-ce qui se passe ? 25 juin, je vais bientôt devoir retourner bosser pour être en vacances 4 jours après. C'est con de père au foyer, franchement. Tu nous rappelles depuis quand tu n'as pas vu tes élèves ? Depuis que mon fils s'est pâté la jambe, ça fait aux alentours des vacances de la Toussaint, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, Tidak, toi tu continues à travailler comme un con. Comme un con. Très bien. Et c'est pour ça que nous sommes ici pour vous parler de BD, parce que nous, ça nous permet d'avoir un moment de pause, un moment de joie, de bonheur, pour nous lancer dans l'art narratif qui nous fait plaisir, qui nous fait plaisir. Le 9e nanar, quoi. Voilà. Dans cette émission, nous avons un programme, tout ce qu'il y a de plus classique, avec un Ah oui, vas-y, online. toi, t'es un vrai commercial, toi, tu sais vendre les choses, quoi. Aujourd'hui, nous avons du rêve. Nous avons la conquête de l'Ouest avec Lucky Luke, la Terre promise. Nous avons un film de guerre avec Sous les bombes, quoi. Sans la guerre. Sans la guerre. Nous avons la mémoire de Viet Kieu. Mémoire de Viet Q. Oh. Tome 1. Outre-tombe. Outre-tombe, on a les... Complaint. Encore Et Tony Chou, La fin. la fin. The Last. Mais nous En finirons avec un express. express. Pepper and Carrot, tome 2. Et... Igai, tome 4. Aïe, 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 Igai. Igai. Mais... Mais nous allons bien entendu commencer par un petit online, Online. axé sur du webcomics. Et je crois que on va pouvoir démarrer de Jingle. suite, parce que quand même. Hein. Je vais commencer par vous parler de Radiant de Isabelle Arne, que vous pouvez trouver chez Les Auteurs Numériques, qui est une adaptation d'un webtoon qui est disponible chez Tapastic. C'est un turbomédia vraiment très très bien réussi, donc c'est une adaptation en turbomédia de la bande dessinée sur Tapastic, qui pour le moment, en tout cas le premier épisode qui est visible, est vraiment bien foutu, avec un dessin que je trouve vraiment génial. Moi j'aime beaucoup ce style un peu carré, et qui semble nous montrer qu'on est dans la tête d'un personnage qui doit pas être très très clair dans l'asile psychiatrique. C'est pour le moment très mystérieux, mais pour cette narration qui est très réussie et pour ce dessin, moi, que j'adore, ça vaut le coup de se jeter dessus et peut-être d'aller voir sur Tapastic pour en lire un peu plus. Les liens seront bien entendu dans les liens de l'émission. Je remercie d'ailleurs la personne qui fait les liens sur le site, parce que c'est vraiment un travail de ouf, qui lui prend des heures, et vraiment, moi c'est bien, je trouve qu'on a un stagiaire qui fasse ça. J'enchaîne en vous parlant de Puntiche de Alessandro Pignocchi, je ne sais pas, qui est un blog sur Blogspot, style assez classique, qui en gros, sur des dessins à l'aquarelle assez rigolos, nous font des critiques de la société moderne via une sorte d'ethnologue amérindien qui arrive dans notre monde et qui découvre les bizarreries et les étrangetés de ce monde occidental. C'est un humour très décalé qui me fait beaucoup rire. Je peux juste vous lire les extraits du premier truc. C'est « Monsieur le Président, Angela vient encore d'appeler. Ça fait 2 heures qu'elle vous attend. M'en fous. Faut que je lui réponde un truc. Là, on frôle l'incident diplomatique. Saviez-vous que les Indiens Jivaro Hachois reçoivent maintenant des visiteurs étrangers ? Je suis tombé sur un blog qui en parle. Je savais pas, mais pourrait-on pas en parler après votre réunion ? Voilà. Bon, en gros, c'est très axé ethno, etc. C'est très rigolo. Moi, il fait parler des oiseaux qui parlent de politique, ce genre de choses-là. Et ça m'a vraiment bien fait rire. Je vous recommande ça. C'est sur blogspot.blogspot.fr.
Nous avions déjà parlé d'une de leurs bandes dessinées, vous vous souvenez, de l'Odyssée 2.0, qui était plutôt sympa. C'est Camille Prieur et Vincent Malgras, avec l'aide d'Isabelle Merlet, qui nous ont fait une parodie western de Astérix, qu'ils ont appelé Astérix le Texan. Et si vous voyez, ça fait Astérix, Rix, Asté, d'où notre intro pourri chanté. Voilà, j'ai trouvé ça très très drôle. Ils nous mettent ça dans une ambiance très 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 western spaghetti un peu crade, avec des personnages. Ouais, j'ai l'impression d'avoir un petit peu quand même Bud Spencer Et Terence Hill qui Terence traîne. Hill, voilà, qui traîne. Parce que ouais, t'as les archétypes, quoi. Hein. T'as le gros bourrin et le blondinet malin. Ça marche très très bien. J'adore ce genre de truc en général. Donc allez jeter un œil sur Astérix le Texan. C'est vraiment très rigolo. Et là, en fait, je viens de lancer une virgule parce que j'ai oublié de changer les trucs pour mettre... tu vois, genre, il y a un autre online. Mais en fait, le online, c'est fini. Heureusement. On reste dans le western. On reste dans le western et on arrive à la Terre Promise. Le nouveau Lucky Luke par HD et Jules. HD et Jules. Jules. Et Jules. Rappeur. Ouais. Bon. Non, mais les blagues visuelles, je vous ai déjà dit que ça passait pas. C'est pas un podcast. Ouais, mais je tape entre mes mains quand même. Ouais, Ça t'as raison. fait du bruit. On reste en Marseille avec Jules. Ok, vas-y César. Donc, nouveau Lucky Luke. Ici, la Terre Promise. Lucky Luke, il se retrouve obligé, pour aider un pote, d'accompagner sa famille. Il y a des juifs ashkénazes, en fait, qui ont décidé d'émigrer aux États-Unis. En fait, il doit aller les chercher sur... Aller les chercher sur... La vérité. La vérité, ouais, t'as vu, t'as pris le nôtre pour le traiteur, moi j'ai pris Lucky Luke pour assurer la sécurité. David, non mais il n'y a pas plus, hein. Il n'y a pas mieux, c'est Je nickel. lui coupe son micro à chaque fois que... Je sais pas pourquoi. Donc, Dès qu'on dit juif, il faut qu'il parte dans des délires comme ça. En même temps, la vérité, si je mens, c'est un classique. Ah mais bah bon. ça va, la vérité, si tu as bien droit. Donc il doit prendre une partie de la famille, donc juif ashkénaze, qui doit transiter jusqu'au Montana. Et forcément, on va avoir, on va dire, tout ce qui se passe dans l'Est américain, mais du coup, pour l'instant. Mais... Oui, tu as perdu... Oh putain, il a perdu sa voix. D'un coup, paf, elle était là et puis pouf, elle était plus là. On va donc suivre les aventures de Lucky Luke qui vont traverser donc ce Tu merdier. n'as pas déjà dit ça? Désolé, j'ai bugué. Il a bugué. J'ai bugué. Il est en boucle. Il vient de faire un reboot. Stack Overflow. Allez, tu vas y arriver. Avec donc les deux méchants de service qui vont essayer donc, détresse et le désespoir. les deux méchants de service qui vont essayer justement on va dire de récupérer soi-disant l'argent en fait de ces émigrés qui se font d'habitude très souvent détrousser à leur arrivée aux États-Unis. Et par l'intermédiaire de cette Terre Promise, justement, on va avoir toute l'implantation en fait des Juifs en Amérique, qui est expliquée par des petits faits historiques, par les Strauss, les Lévis. Enfin voilà, c'est assez intéressant. Et c'est un Lucky Luke sympa. Lucky Luke, je passe un bon moment. Moi, ce que j'ai trouvé, déjà au niveau graphique, c'est très dans le tour du Lucky Luke, les codes sont bien représentés. Puis niveau scénaristique, c'est vrai que j'ai retrouvé un peu ce côté que j'appréciais dans le Goscinny, c'est-à-dire de prendre un fait divers intéressant et de raconter une histoire autour de ça. Ça m'a même, dans la narration, même presque plus fait penser à ce qu'on voit dans les Tuniques bleues. Oui. C'est vrai. Tu vois, ce côté, on prend un petit fait historique et on en fait une histoire. Voilà. On va broder autour pour en faire une histoire. Et ça marche bien, il y a un humour sympathique. On essaye de marier Lucky Luke. Voilà. Ma mère, il est trop beau, c'est obligé. C'est un peu ça. C'est pas faux. Et puis on voit surtout le classique, les gens qui sont pas adaptés au nouveau monde dans lequel ils se retrouvent. Tout l'humour joue beaucoup là-dessus. Beaucoup de petits gags référentiels avec ce qu'on sait du monde actuel. Et puis surtout, moi, ce que je trouve intéressant, c'est une image des Juifs d'avant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est quelque chose qu'on connaît très peu, en fait. Parce que, bon, à moins de revenir dans la Genèse, quoi, hein, mais on
Enfin, non, ouais, quoi? Qu'est-ce que je dis? C'est le regard de Tizak. Moi, je Bon. laisse faire. Bref, je trouve que c'est assez intéressant de montrer une partie de l'histoire des Juifs qui, effectivement, dont on parle très peu, parce que on est très concentré sur l'Holocauste, les suites de l'Holocauste, Israël, etc. C'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont fait en fait entre Abraham et Hitler, quoi. C'est la vraie question. C'est quelque chose dont on parle très peu. C'est- Voilà. Je sais pas, moi. Non, mais ils Je trouve étaient en- Je trouve qu'il est quand même très, elle est très vive, sa pique, quoi. Elle est- Ouais. Là, il est arrivé et d'un coup, il a... Tiens. Tiens, voilà, ok. Tu sais pas, ils sont partis à Taïwan, ils ont fait du commerce là-bas, tu sais pas. De suite, du commerce, tu dis. Ouais. Ah bah oui, à la Taïwan, tu fais quoi? Bon. Moi, c'est un véhicule que j'ai trouvé efficace, que je trouve bien sympathique, qui traite d'un sujet intéressant. Bref, ça vaut le coup. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Moi, j'ai bien aimé le traitement des couleurs. Pour le coup, on est vraiment dans du Lucky Luke avec les cases pleines jaune, pleines bleu, pleines rouge. Ouais, les couleurs à la Maurice. Les quoi. couleurs à la Maurice, c'est le bon clin d'œil, le bel hommage, la belle continuité là-dessus. T'allais dire la bed, franchement, La bed. Donc voilà. Si vous aimez Lucky Luke, c'est pas un des pires. Moi, je suis pas un spécialiste. Faudrait qu'on fasse revenir Merton pour nous en parler. Il doit Faut venir, vraiment que- mais on fera une splash page spéciale Lucky Luke, parce qu'il en parlera sans doute. Splash page. Parce que pareil que les précédents n'étaient pas forcément bien. Et voilà. Merci à Philippe de nous avoir recommandé cette bande dessinée. Philippe Maurice. Pardon. Je crois qu'il faut commencer à suivre. C'est le problème quand on enregistre trop d'émissions. Ouais. Une, c'est bien, mais deux, c'est trop, quoi. Le citror, ça tape. Sous les bombes, sans la guerre. Une bande dessinée de LL de Mars aux éditions Tanibis. Alors là, on va partir dans de la BD d'un télo. Clairement. Une Est-ce BD bien de la BD d'ailleurs? s'en est, parce qu'il y a vraiment un côté narratif, de suite d'images, mais qui tient plus par son sujet que par ce qu'elle raconte. C'est une bande dessinée sur le deuil. C'est une bande dessinée sur la perte. Et on va suivre, en gros, via des dessins très art moderne, arty, tu sens un peu ce côté-là. Un personnage qui est Pif et qui va suivre un autre personnage qui ressemble à Pif, c'est en gros qui est basé sur un des personnages qui avait été créé par Arnal aussi juste avant Pif, mais qu'on voit qui a l'air mourant, qui est en train de dépérir, qui est cancérisé, voilà, qui est en train de crever petit à petit, et on voit que la mémoire disparaît, que les repères disparaissent, Le corps, que le corps corps disparaît, que Pif porte ce poids de la maladie de son père, en gros, Oui. sur lui, et sombre avec lui dans la maladie petit à petit. Il y a plein de petits passages là-dessus. Un petit passage référence Placide et Museau, où on voit que Placide grossit pendant que Museau dépérit et meurt, où il y a une sorte de transfert entre les deux personnages. En gros, c'est vraiment une BD sur comment porter la maladie de l'autre dans un côté très arty. Alors, clairement, c'est très rude, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Faut vraiment aimer la BD analytique, quoi, où tu vas pouvoir te plonger dans de l'analyse dans tous les sens. C'est de ce que j'appellerais la BD d'auteur, comme on parle de film d'auteur, tu vois. Tu sais, c'est film chiant mais très intéressant. C'est un peu ça. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai aimé, même si c'est déplaisant. C'est crade, c'est pas agréable. Voilà, c'est un petit peu comme regarder des bouquins de médecine où on charcute des bouquins de dentaire où on a le méga abcès, la dent défoncée ou les maladies un petit peu particulières. Il y a ce côté un petit peu freak show au niveau du dessin et donc du coup de l'ambiance où c'est vraiment dégueulasse. À côté de ça, effectivement, comme le disait Pied, c'est il y a un côté artiste et exposition, mais quelque part, certaines planches, bien qu'elles soient fixes comme un tableau, amènent du mouvement et on imagine le mouvement, on imagine la déchéance, on imagine l'évolution
vers la mort. Alors il y a certaines, effectivement, on a clairement une succession de cases et de dessins qui amènent à ça. Moi, j'imaginais bien une espèce de mauvaise animation, presque avec le floc du projecteur cinéma, et qui amène petit à petit, image par image, il nous manque des dessins, donc ça fait un peu saccadé à cette déchéance, ce corps qui se décrépit petit à petit. Et voilà, j'ai vraiment eu cette sensation-là, et vraiment, c'est extrêmement artistique. Voilà. Je posais un peu la question tout à l'heure de façon rigolote ou en tout cas amusée, mais c'est une réalité. Est-ce que c'est tout à fait une BD ? Je sais pas. En tout cas, c'est une belle démonstration artistique. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé vraiment intéressant. Maintenant, c'est pas une BD pour faire plaisir, c'est ça la difficulté. Quand voilà. on lit une BD, on a envie d'avoir une histoire. Je dis pas qui va nous faire rire, pleurer, etc. Là, on sent que il n'y a pas tout à fait une histoire. Il est pas là pour nous faire plaisir avec son histoire. Il est là pour nous transmettre une émotion qui est très dure. Ah oui. Thio ? Pour résumer, en fait, je dirais que tu vois, c'est moi, Sous les bombes, ça m'a fait un peu le truc de j'adore le détester, quoi. Je l'adore parce que je trouve que c'est vraiment une performance artistique. Le terme performance, c'est exactement. Je viens de le retrouver parce que je cherchais ça. C'est une performance artistique. Vraiment, t'es devant un truc complexe, mais l'avantage, c'est que pour une fois, t'as l'explication. Oui. Ce qui n'est pas souvent le cas quand tu vas au musée. Exactement. Mais là, t'as l'explication. Alors, l'explication est un peu dans le communiqué de presse. Oui. Pour aider, parce que sans le communiqué de presse, j'aurais pas aussi bien compris. Ça, c'est clair. Mais après, je t'avoue que je l'ai détesté parce que c'est... Pour revenir à ce que tu disais, Tiac, c'est sale, quoi. Tu rentres vraiment dans le truc. C'est la mort, très quoi. Cru, quoi. C'est très cru. Tu es vraiment dans la souffrance. C'est pas le sentiment. C'est vraiment physiquement ce qui part en biberine. Moi, ça m'a mis parfois mal à l'aise. Ouais. Mais parce qu'il y a un côté voyeur aussi. Voilà. Mais c'est une performance. Enfin, je trouve que artistiquement, c'est vraiment puissant. Je sais pas si je peux dire beau, en fait, parce que quand même, de moment, c'est pas joli. Mais dans le sens, c'est vraiment c'est des choses qui sont pas jolies à montrer, mais c'est vraiment un truc qui est puissant et qui te remue, qui te laisse pas indifférent si tu plonges dedans, et surtout en ayant eu un petit peu l'explication. Il y a, alors, en plus de l'explication, oui, qui là pour le coup est claire, c'est l'explication du communiqué de presse qui nous parle des influences aussi. Il y a deux choses qui sont importantes, c'est que c'est un livre à jaquette. Et dans la jaquette, il y a toute une planche de BD où on comprend le cheminement de l'auteur qui, en gros, suite au décès, j'imagine que c'est son père qui est décédé, nous explique comment il s'est retrouvé bloqué devant son travail et qu'il a dû recommencer à faire des choses simples, aller chercher des choses qu'il savait faire par cœur. Et donc, pif, j'imagine, c'est un retour à l'enfance, aux bases de son inspiration et de son dessin. C'est le gribouillage qui revient en automatique. Et il y a aussi la dernière planche qui est caché sous la jaquette, où en gros c'est juste des bulles sur fond noir, où c'est un dialogue où on voit qu'en gros le fils aimerait bien que son père parte, mais le père il veut pas partir. Mais son fils, il dit pas que ça lui fera du bien, mais il aimerait que son père parte parce que il faut que son père parte, il faut pas qu'il s'accroche parce que là c'est horrible. Ça devient dur. Voilà. Je peux pas mettre un coup de cœur parce que non, parce que c'est un coup de mal au cœur. Ouais, c'est ça. Faudrait qu'on crée une nouvelle catégorie parce que voilà, c'est pas mettre entre toutes les mains. C'est vraiment quelque chose qui est, je trouve, c'est comme tu disais, c'est difficile de dire c'est de la BD, c'est pas de la BD. On est sur de la performance, on est sur. C'est un truc qui a sa place au Festival d'Aix. Ouais, mais c'est vraiment, je trouve, quelque chose qui va vous remuer, quoi. Si vous le lisez, si vous prenez le temps de vous poser dessus, je pense qu'on ne peut pas en ressortir indifférent. Vérifiez d'abord que toute votre famille est en bonne santé, ça sera plus facile. Ouais. Et que le petit dernier n'est pas en train de regarder par-dessus votre épaule. Oui. Parce que là, la psychothérapie pour des nuits sans sommeil est garantie et assurée. Oui. Moi, je l'ai lu dans une salle d'attente de médecins. Et bon. Hein. Bienvenue chez l'oncologue. Ouais, non, c'était pas l'oncologue, mais bon. Voilà. Outre-Rhin. Sous les bombes sans la guerre de LL de Mars. Wow. Mémoire de Viet Kieu par Clément Balou. Donc Mémoire de Viet Kieu. Là, on voit qu'il a rencontré l'auteur parce qu'il n'a pas fait de blague sur son nom. C'est Balibalo, ça. Il en faut
Voilà. Non, parce que c'est bizarre, mais quand on a rencontré les auteurs, on les respecte plus, j'ai l'impression. Surtout Clément Balou pour le coup. Je ne sais plus, tu as diffusé le. Oui, ça a été l'interview, diffusé. hein. Oui. Voilà. Dans notre Donc du coup, vous aurez. Voilà. Vous aurez aussi des informations en écoutant l'interview de Clément Balou, qui est, ma foi, fort sympathique et fort intéressant. Mais de quoi que ça parle De quoi que ça parle? Eh bien, ça parle de la mémoire. C'est la forme du devoir de mémoire, mais pas sous la forme pathos. De cet exil de bon nombre de Vietnamiens qui ont vécu pendant une quarantaine d'années, grosso modo, une succession d'abominations à la suite de la Seconde Guerre mondiale, avec les différentes occupations, l'invasion japonaise, les communistes, les Américains, la guerre d'Indochine, les Français, donc, etc., etc. Bref, la plupart des conflits mondiaux les ont affectés bien indirectement, enfin bien directement, alors que eux étaient très indirectement impliqués là-dedans normalement. Donc bref, il y a des milliers et des milliers de Vietnamiens qui se sont exilés au cours des années 70-80 et qui ont atterri un petit peu partout dans le monde, notamment en France, et qui fuyaient donc leur quotidien plus ou moins dictatorial chez eux. Et donc, dans ce bouquin, Clément Balou nous montre de mémoire ces 3 histoires qui nous sont racontées, et il veut nous Parce que expliquer. monsieur a tellement aimé le bouquin qu'il a gardé chez lui, il a oublié de le ramener. Exactement. Je compte pas vous ramener de toute façon. Et donc on a des histoires qui sont vraies, qui sont racontées à la façon le papa qui raconte au fils, le grand-père qui raconte au petit-fils, etc. Mais toujours sous la forme du témoignage. Donc cette notion de papa qui raconte à son enfant ou de grand-père, ça amène une touche de sensibilité, de douceur, de délicatesse dans les propos et dans la façon de transmettre l'information, puisque malgré tout cela reste très informatif. Comme je le disais au tout début, on n'est pas dans le devoir de mémoire avec énormément de pathos et une charge émotionnelle gigantesque qui aurait pu venir alourdir démesurément le propos. Je vais caricaturer un petit peu la chose, mais là encore, on va être sur une attitude un petit peu plus asiatique et un petit peu plus sobre, qui laisse moins transparaître les sentiments de manière exacerbée. Pour autant, ils auraient largement de quoi pleurer, on va dire, sur leur sort. C'est pas du tout ce qui ressort de tout ça, justement. Le propos reste neutre, sobre, et c'est le dessin qui va amener beaucoup plus de douceur, beaucoup plus de sentiments dans tout ça. Le choix des couleurs, l'utilisation du noir et blanc pour refaire les retours en arrière et revenir dans le passé. C'est très bien construit, c'est très bien foutu. On apprend plein de choses. Donc ça, c'est le premier tome d'un triptyque. Le 3e tome vient de sortir. Le 3e tome vient de sortir, donc on va déjà faire le 2e avec. Donc le premier s'appelle Quitter Saigon, le 2e Little Saigon, et le 3e Les Mariés de Taïwan, qui vient donc de sortir en début d'année. Comment ? Parle dans le micro, oui. Ça se passe plus à Saigon, non ? D'accord. Non, ils font du commerce avec les Juifs de Lucky Luke à Taïwan. Écoute. C'est chiant quand tu fais une chronique et qu'il y a un mec qui sort des conneries. Bravo, franchement, moi je trouve ça très très agréable. C'est-à-dire quand on fait des remarques intelligentes, au moins c'est utile. Bref. Donc voilà, moi j'ai passé un bon moment en lisant ça. Encore une fois, notamment grâce au dessin, parce que le propos reste très informatif. Du coup, c'est intéressant, mais c'est pas lui qui apporte une charge et une dimension émotionnelle. Voilà, c'est vraiment par le dessin, je trouve que cette partie-là se passe. Thio. Eh bien, pour une fois, de manière exceptionnelle. Tu n'as pas lu le livre. C'est un livre que je n'ai pas lu. Non, c'est incroyable. C'est pour ça, et tu ne l'as même pas amené. Comment c'est possible ? Non, j'ai pas eu envie, en fait. Voilà. Écoute, je crois peut-être jamais d'impasse. Là, j'ai dit non. En plus, c'est un bouquin qui était au Festi. Tu l'as. Et alors là, je le reste un petit peu sur le cul. Oui, non, je l'ai pas lu. C'est une honte. Donc, Pied-Pied. Bon, Pied-Pied, qu'est-ce que tu en penses ? Eh bien, exceptionnellement. Regardez le conducteur. Il n'y a que toi qui l'as lu. Je trouve ça assez sympa. Le travail graphique m'a plu sur la variété de styles. Oui. Qui a l'air beaucoup plus présent parce qu'on a feuilleté les tomes suivants dans les tomes suivants, qui pour le coup graphiquement voilà encore plus intéressant. Et puis surtout ces histoires de
c'est là que tu découvres que il y a eu des camps d'immigrés asiatiques en France. Et puis pas accueillis oui. dans les meilleures conditions Voilà. possibles. Hein. Oui, mais ça, on sait que les immigrés sont pas forcément accueillis dans des bonnes conditions. Oui, mais là, pour le coup, c'était vraiment des camps tout pourris. Oui, en plus, ils ouvrent pas leur gueule. C'est ça. Mais voilà. Ça, encore une fois, je disais tout à l'heure de manière assez caricaturale, Oui. ce sont des Asiatiques qui du coup vont toujours un petit peu rester neutres et pas trop faire de bruit. Et on est vraiment là-dedans, je trouve. Bref, j'ai trouvé ce témoignage super intéressant d'aller chercher ces générations qui ont une histoire derrière. Après, c'est intéressant pour le côté historique, mais c'est pas si varié que ça en fait. Je trouve que il y a qu'une seule approche sur ce tome et je sais pas, ça manque de diversité en fait dans les récits. C'est un peu ce côté-là qu'il y a eu. Après, j'ai passé un moment agréable à lire cette BD. C'est bien foutu. C'était un peu le côté petites histoires qui ont un lien un peu vague, en fait. Ouais, c'est des immigrés vietnamiens, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est en passant par la petite histoire qu'on essaye de raconter la grande. On passe par l'humain. On passe par les petites histoires personnelles pour arriver à faire comprendre ce qu'était la vie sur place et pourquoi est-ce que les Vietnamiens se sont si massivement exilés de leur propre pays en faisant ça la mort dans l'âme parce qu'ils ont quand même un attachement qui est très fort à leur pays, mais en même temps en se disant si on veut un avenir meilleur pour nos enfants et même pour nous-mêmes, il faut absolument quitter cet endroit et essayer de se reconstruire ailleurs, même si on sait que notre génération ne verra pas mieux. C'est pour la génération suivante. Et là, encore une fois, la charge émotionnelle est très pudique. Elle est pas montrée, elle n'est pas exacerbée. Et la nouvelle génération sait le sacrifice et sait ce qu'elle doit faire. Et le fait. Voilà, tout simplement, ils se mettent au boulot, ils font en sorte de s'intégrer. Ils vont pas se plaindre outre mesure des conditions. Oui, il y a des comités qui sont montés. Oui, il y a des comités qui vont porter les réclamations, etc. Mais ça reste assez propre, assez cadré. Si on leur dit non, on leur dit non. Si on leur dit oui, on leur dit oui. Mais c'est chaque chose est à sa place. C'est très factuel. J'aime pas trop le terme là pour le coup, parce que le dessin apporte plus d'émotion. Mais dans ce qui est raconté, en tout cas, ça reste assez factuel. La petite histoire qui raconte la grande et qui fait comprendre pourquoi est-ce que les gens sont partis. Un point qui m'a quand même semblé sympa et intéressant, c'était le côté des citadins qui arrivent dans la campagne et réciproquement. Exactement, j'ai trouvé ça très intéressant. Tu peux avoir de grosses difficultés d'intégration parce qu'en gros, dans l'intégration, on a mis des citadins à la campagne et les mecs, ils savaient pas trop quoi faire, ils avaient des diplômes et ils pouvaient pas les mettre en valeur ni les utiliser. Et inversement, on a mis des gens qui venaient de la campagne en pleine ville et qui savait pas trop quoi faire. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, voilà. Donc les citadins à la campagne ont réussi plus ou moins à se débrouiller. Les campagnards en ville, eux, ont eu plus de mal, notamment parce que du coup, ils se sont retrouvés en banlieue, confrontés aux problèmes de violence des banlieues, et donc par mimétisme, ont fonctionné comme les banlieusards hispaniques ou blacks américains. Et donc, là, je crois qu'on parle d'un truc qui nous a raconté dans l'interview plus que ce qui est dans la BD. Non, c'est aussi dans la BD. D'un coup, j'ai un doute, je mélange. Oui. Et qui est du coup fort juste et fort intéressant. Je sais pas si c'est dans la BD, mais j'étais là sur l'interview et il l'a dit. Ouais. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça très très intéressant ce qu'il nous a raconté là-dessus. Et c'est comment est-ce que cette population vietnamienne a été s'est elle-même déportée et comment est-ce qu'on les a intégrés ou pas intégrés, comment est-ce que eux ont fait pour s'intégrer ou tenter en tout cas de s'intégrer dans des civilisations, des cultures qui étaient quand même très 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 différentes de la leur. Tu vas t'acheter les tomes suivants ? Je crois qu'il va bien falloir. Hein. D'accord, je crois qu'il va bien falloir. Non, puis en plus j'aime bien le travail de Clément Balou, j'aime bien son dessin. Maintenant il a un grand appart. Ouais. Pas encore, bientôt. 55 mètres carrés. Bientôt.
Oula, c'est la folie. 50. Vous 50. imaginez, les gars. Excuse-moi, le Châtelain en face, il a combien là? Non mais attends, tu sais qu'il y a des Parisiens qui tueraient pour 55 carats. Ah, le mec, il envoie une jingle. J'hallucine. Outre-tombe. C'est Non, parce moche. que, en fait, là, vous savez, sur Outre-tombe, comme je l'ai pas lu, comme je l'ai pas lu, je vais en profiter pour réviser Complainte des langues perdues parce que je suis à train de la ramasse. dictateur, c'est moche de ce que tu fais, là, le dictateur. Si. Alors c'est vrai qu'on est sur Allez, sur Outre-tombe. une vieille histoire de Richard Di Martino qui était donc le parrain du dernier festival des Calanques et des Bulles. Donc Outre-tombe, donc ce sont les liturgies et Richard les au pluriel liturgie. Lélé. Alors c'est Simon Léturgie et Jean Léturgie et Richard Di Martino au dessin. Outre-tombe, donc on va suivre une teuf de lycéens où ça va mal tourner quoi. Forcément, la maman est morte récemment. Alors du coup, la bonasse du lycée est très triste. On fait une fête pour son anniversaire. Et en fait, le papa, qui est une sorte de savant fou, a inventé une sorte d'élixir qui va ramener maman à la vie pour que Lisa soit contente. Forcément, ça va mal tourner. Les morts vont se réveiller parce qu'un gars qui avait bu une partie de l'élixir va vomir et que dans le caniveau, ça va réveiller donc les morts. C'est un bouquin sur lequel on passe un petit temps. C'est se lit très très rapidement, mais c'est bourré de références à Alien, aux Cranberries, aux marmottes qui mettent le chocolat dans le papier alu, ainsi en fait aux mecs qui ont le fistomètre sur le bras. Et, Oh, il l'a placé. ah putain les gars, ça y est, vous m'écoutez quoi. Non parce qu'en fait, je vous explique, je suis en train de chroniquer la truc. Il y en a un qui lit son téléphone, l'autre en train de lire les chroniques des landes perdues. Tout le monde s'en bat. Oh, je couille. prépare ma chronique, excuse-moi. C'est ça, tout le monde. Mais s'en- toi, tu l'as lu, tu vas chroniquer avec lui, celle-là. Hein? Oui. Ok. Hein, quoi? Moi, j'ai Bon. rien à dire dessus, je l'ai pas lu. Ah bah bravo, voilà. Dans le mec, du coup, il va pas travailler parce qu'il a encore moins travaillé Non, en mais en amont. fait, voilà. Donc, J'hallucine, bon, je quoi. reviens à ma chronique. Bon, graphiquement, ça fait assez cartoony. Et c'est très sympa. Après, il y a plein, comme je disais, il y a vraiment plein de références. Parce que du coup, en plus, il y a un serial killer. Et, Un quoi? Un serial killer. Quoi? Tu es en série, quoi. Ah, ok. C'est là. Voilà, c'est exactement ça. On est bourré de références. J'ai passé un bon moment. J'ai rigolé parfois. J'ai souri à d'autres. C'était un moment assez sympa. Donc voilà, Outre-tombe, il y a 3 tomes pour l'instant, il n'y en aura pas plus. C'est chez Vent d'Ouest. Qu'en avez-vous pensé, Monsieur Tizak? Pour être tout à fait honnête, j'ai pas adhéré. Voilà. Non, mais sans parler de la grande BD, tu vois, c'est quand même, tu passes un moment sympa. Oui, tu passes un moment sympa. Le truc, c'est que alors, c'est bien fait, mais c'est tellement ressucé comme système que et à la base, c'est pas un truc qui me fait rire. Moi, si tu veux, voilà, Scary Movie, ça me fait pas rire. Ah ouais, mais voilà. Non, mais- non mais bon, ok. Partant Ok. de ce principe-là, Outre-tombe, ouais. vu que c'est bâti sur ce principe, vu que Ouais, c'est Outre-tombe, construit on un peut peu pas de la te même façon, Ouais, d'accord, ok. ça me fait pas délirer. Après, ça marche, c'est bien rendu. Effectivement, le côté cartoony, même cartoony plus, je veux dire, ça peut être à transformer, transposer demain en dessin animé en 5 secondes, quoi. Les personnages sont sympas, les stéréotypes des personnages sont sympas, voilà. Les blagues à la con de on se sépare, non mais nous on se casse par derrière alors qu'ils sont tous en train de bloquer toutes les fenêtres et toutes les portes pour barricader pour pas se faire envahir par les zombies, et t'as les 2 greluches derrière, ah mais nous on a trouvé une solution, on se barre mais on le dit à personne. Bon, forcément elles se font dézinguer, Puis elles ont ouvert une porte aussi. Du coup. elles ont ouvert une porte en plus, enfin bref, c'est toutes les ficelles qui sont utilisées. Ce que j'ai apprécié, alors moi voilà, le propos me correspond pas particulièrement, par contre c'est bien fait, c'est bien traité, et la façon dont la mise en scène du scénario est faite est très intéressante et bien construite. Il y a des petits rebondissements, on change de plan, un coup on est à la cave, un coup on est à la salle à manger parce qu'on a les groupes qui se sont déplacés ou des personnages différents dans les groupes. On a les 2 cons qui doivent garder la porte, le coffre, pardon. Le coffre sur le trou. Putain les gars, putain, vous venez nous aider, voilà. Il y a des trucs comme ça qui sont bien faits, c'est bien construit, donc le boulot est là, et pour ceux qui aiment le genre, ça fonctionnera divinement bien. Moi, le seul truc, c'est que je ne suis pas fan du genre. Ok, bon, moi j'ai passé un bon moment. Par contre, je pense pas acheter les autres tomes parce que là, on sait qu'on les avait pris pour le festival, mais c'est quand même un truc sympa. Ok, BD sympathique, bonne caricature. Alors
Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire des Complètes des Landes perdues? Parce qu'il y a de ça 15 jours, t'avais été pas très folichon. Hein. Ouais, c'est vrai, j'avais botté un peu en touche, mais là, nous débutons un nouveau cycle. Complète des Landes perdues. Ah, ça y est, tu es c'est le Version tome 2.6.4.b, c'est le- alinéa 24-32. C'est le tome 1 du cycle 3. Il a remis en place ses chakras et ça y est. Le Toujours cycle dessiné scénarisé par Jean Dufaux et dessiné par chaque nouveau cycle, nouveau dessinateur, et pour le coup une dessinatrice, c'est Béatrice Tillier. Je vais tout de suite venir sur le pitch. Nous avons donc un jeune homme qui va se balader dans la forêt pour aller chez sa belle famille, et qui, en cours de route, va se faire agresser. Et tuer. Oh! Mais une jeune fille qui passait par là le trouve, l'embrasse et le remet à la vie. Le ramène à la vie. Non, le remet. Le remet. Elle le remet à la vie. le remet à la vie. Elle le remet à la vie. Quand tu remets quelqu'un à la mort, C'est classe, tu peux le remettre à tu la le vie. remets. Elle le remet en forme. Elle le remet en forme. Oui, et elle le remet bien en forme. maître! Et forcément, parce qu'elle Ah oui, c'est Kit elle Fisto. tombe sous son charme, et tombe sous son charme, et elle va tomber amoureuse. Ils vont, voilà. sauf que c'est une sorcière et que elle n'est pas censée tomber amoureuse, se reproduire. Surtout qu'en parallèle, si on a essayé de le buter, c'était pour empêcher ce jeune homme d'accéder au pouvoir et au trône, car il serait un héritier légitime. Et que c'est un bâtard légitime en gros, et que le beau-fils, le fils de la nouvelle femme du dirigeant local, c'est lui qui a essayé de le buter. Bref, on va suivre un peu cette course au pouvoir mêlée d'un amour censément impossible et savoir comment cela va évoluer. Le scénario est assez classique dans le genre histoire d'amour contrariée et volonté de monter sur le trône en tuant le futur dictateur. Oui, c'est ça, le futur dictateur. On se retrouve aussi avec cette situation. Il y a beaucoup de clichés en fait. La marâtre qui va mettre son fils plutôt que le fils illégitime sur le trône. Ça marche bien. Mais ça marche surtout bien grâce au magnifique dessin de Béatrice Tillier. Qui est tout en... Il y avait une rudesse dans le dessin de l'habit et dans celui de Jérémy qui avait pris la suite. Et là, on a vraiment une finesse et une douceur, des tons pastels qui sont vraiment très agréables. On est dans quelque chose de beaucoup moins dur, beaucoup moins noir que le cycle précédent. Et puis en plus, ce truc assez rare, et c'est sans doute parce que c'est une femme qui dessine, on a vraiment un beau gosse quoi pour le jeune. Il y a des scènes de cul, parce qu'il y en a dans quasiment tous les Complètes des Landes perdues, qui sont vraiment un peu plus en finesse que ce qu'on avait pu voir dans ceux dessinés par Delaby et Jérémy. Et on est bien dans une histoire d'amour. Voilà, ça marche bien. On a envie de savoir ce qui se passe maintenant. J'avoue, j'ai un peu, j'ai un peu perdu mon intérêt pour cette saga en fait, qui reste sympathique, efficace, mais un peu bavarde. Molle. Ouais, c'est voilà. Moi, j'aime bien, mais je vois pas trop en fait le lien entre les cycles. À part que on est dans le même univers. C'est parle dans le micro quand tu parles. À part C'est le même univers. Ouais. Voilà. C'est le même univers. Impitoyable. Putain, il est perche, il est- Je sais pas si c'est top, on s'est dit toutes les perches. Voilà. Mais... Ce tome vaut surtout pour le dessin, en fait. Voilà. Moi, j'ai beaucoup aimé. Thio. Ce coup-ci, je vais pas te sauver. Hein. Là, je vais aller dans le même sens que toi, totalement. J'ai plus apprécié le dessin que l'histoire, alors que dans le précédent cycle, je trouvais quand même que l'histoire était plus intéressante. Mais là, du coup, en fait, je réalise que peut-être que j'ai trouvé que c'était plus intéressant parce qu'il y avait 4 bouquins. Oui, t'as eu. Peut-être que le cycle entier sera intéressant. Là, c'est l'introduction, quoi. C'est On l'intro. présente les personnages. Mais graphiquement, je trouve que c'est quand même... C'est à tomber, quoi. C'est vraiment excellent. Il y a un côté à l'ancienne, ça. Non, je suis... Alors... Ouais. Non. C'est à l'ancienne, mais tout en étant nouveau. Ah non, c'est un style un peu. Enfin, il y a une narration assez moderne, je trouve. Par contre, déjà, il y a une narration qui est fluide, parce que je sais pas si tu as remarqué, on est sur du 2 ou 3 bandes par planche, ce qui fait que ça fait pas un dessin chargé. Il y a vraiment une grande place à l'illustration, alors que dans la BD franco-belge, en général, on est plutôt sur du 4 bandes. Là, vraiment, on a quelque chose.
comme si on avait mis une BD américaine qui est sur le 3 bandes sur un grand format où le dessin peut vraiment s'exprimer à fond. Et bah, c'est beau, quoi. C'est un travail de la couleur vraiment doux, tout en finesse. Je pense que ce tome va surtout nous montrer cette transition qu'il y a entre cet univers un peu apocalyptique, hein, j'ai envie de dire, qu'il y avait dans les cycles précédents. Comment on passe d'un monde qui, ça a l'air un monde joyeux, un monde joli, Ouais. et on arrive sur quelque chose, les landes perdues, quoi. Là, on a des jolies forêts, tout ce que tu veux. Là, tu les cherches, les landes perdues. pas faux. Voilà. Donc, j'imagine que c'est l'objectif. Mais bon, pas convaincu par le scénario encore, pour le moment. Confirme. On passe à la suite. Vas-y, Tizak, rapproche-toi du micro et raconte-nous avec joie et bonheur ce que tu as pensé de la fin Mais de Tony Ah ouais, Chou. c'est toi qui pitch. Mince, Tony je Chou, crois que c'est moi, tu vois. Non, c'est moi. J'étais à deux- je partais là. Là, Non, j'étais lancé. Tu pars pas, tu restes dans les starts, s'il te plaît. Voilà. Alors, Non, mais je vais faire un petit pitch quand même. Juste Il un a tout une petit- blague, il a une blague et il... Ça y est, Non, une blague non, j'ai juste, tu vois, pour dire en fait comme quoi Tony Chou a été, je pense, la bande dessinée la plus improbable qui est arrivée dans ma vie. Le premier tome, je l'ai acheté à la fermeture des Virgin Megastore en France. Un tome qui avait pris l'eau, en fait, et qu'il bradait à 1 ou 2 euros. Et je m'étais dit, Tony Chou, il paraît que c'est super bien. Je crois qu'à l'époque, il y a déjà 5 ou 6 tomes qui étaient parus. Et j'avais acheté le tome 1 comme ça. Eh bien, tu sais quoi? On s'en bat les couilles. Non. Je vais utiliser ce que j'avais prévu de dire en conclusion, en introduction. D'un grand n'importe quoi, il peut naître quelque chose de bien. Et Tony Chou, c'est ça. C'est ce qui t'est arrivé pour la découverte du premier tome, la fermeture des Virgin, un bouquin qui a pris l'eau, et ça nous a fait découvrir cette BD. 12 tomes, une boîte d'œufs, petite référence. C'est génial. Je me suis régalé, et ce 12e tome, c'est la synthèse de tout ce qui s'est fait pendant les 11 premiers. Le découpage, le fil rouge narratif qui est toujours au top, au cordeau, impeccablement bien tiré. Au milieu de tout ça, on a des trucs totalement improbables avec El Pollo. Voilà, des trucs totalement délirants. On fait des digressions, mais totalement malades. Ça qui n'ont rien à voir avec le reste de l'histoire. Mais en fait, si. Ça part en couille. Il y a des vampires, il y a des extraterrestres, il y a des sectes. Le secte de l'œuf, le poulet, la grippe. Voilà. Du grand n'importe quoi. Les mecs qui sont robotisés, qui couchent à droite, à gauche, qui font n'importe quoi de leur vie sexuelle John et personnelle. C'est du n'importe quoi. Des recettes de cuisine, mais apocalyptiques. C'est du n'importe quoi. Mais au milieu de tout ça, il y a une enquête policière intergalactique. Il y a une histoire d'amour invraisemblable. Mais il y a aussi des petits trucs du quotidien dégueulasses. Les chaussettes dégueulasses qui traînent. Les mecs qui ont des auréoles de transpiration. Mais voilà. Voilà. C'est Au fait, horrible. tu nous fais le pitch du tome 12 ou pas du tout? Alors, le pitch du tome 12, on va faire simple, c'est la fin. Donc, l'enquête se clôt. Déjà, résume. De quoi ça parle à la base, Tony Chou, et ensuite, attendez, sur la Alors, fin, là. De quoi parle Tony Chou? Alors, Tony Chou est un enquêteur d'une brigade très spécialisée. De la race. Qui va enquêter avec son acolyte Colby, John Colby, sur des événements mystérieux, des écritures qui sont apparues autour de la planète Terre, qui font une espèce de prédiction Et la apocalyptique. grippe aviaire qui est passée. Une maladie qui, aviaire. donc la grippe aviaire, qui est donc issue du poulet, du coup éradication complète ou presque tentative Poulet est interdit. Et de interdiction de manger consommer du poulet. Le poulet, c'est la mort. Voilà. Au milieu de tout ça, on trouve une plante, la Galsa. Les noms sont durs à ressortir. Voilà, c'est un peu compliqué. Qui va exacerber, qui a le goût du poulet, qui remplace, mais qui exacerbe certains pouvoirs spéciaux, puisque parmi nos personnages, Tony Chou est cybopathe, c'est-à-dire que lorsqu'il ingère de la nourriture, il va pouvoir être capable, hormis la betterave, de retracer tout son historique depuis sa naissance. Ce qui fonctionne donc pour les légumes, la viande, mais aussi la chair humaine, qui permet donc à notre enquêteur
de découvrir forcément la vérité, puisqu'en mangeant de la chair humaine, il va découvrir ce qui s'est passé pour le porteur de cette chair humaine. Un petit morceau, petite information, un gros morceau, Juste grosse pour info, information. Au départ, la race est juste chargée d'empêcher le trafic de D'empêcher poulets. le trafic de poulet. Voilà, c'est quand même l'objectif. Sauf qu'à chaque fois, c'est lié Et avec des d'enquêter gens sur les trafics. à chaque fois, il est confronté à des gens qui ont des pouvoirs en lien avec la bouffe. Entre celui qui va transformer la gélatine en arme, C'est ça. celui qui va pouvoir lire dans les pensées du gars qui mange exactement la même chose que lui. Ou le plat qu'il a préparé, qui va lui permettre de... Voilà, donc la plupart des ennemis se retrouvent avec des pouvoirs invraisemblables. C'est quand même un univers totalement barré. La famille elle-même de Tonichu, sa sœur, son frère, la belle-sœur, la Ont tous des belle-mère, pouvoirs. ont tous des pouvoirs plus ou moins marqués et puissants. Et justement, on est en montée en puissance tout au long des 12 tomes, puisque chacun des personnages voit ses pouvoirs augmenter, franchir un cap. Généralement, ça sortie du décès d'un personnage essentiel dans l'histoire. Ça ne vient pas de nulle part. On ne peut pas parler de Tonichu sans parler de Savoy. Mason Savoy, ouais, Qui son était ancien son équipier. ancien coéquipier, Qui lui aussi était cybopathe. était lui aussi cybopathe, mais d'un niveau supérieur. Et en fait, on se rend compte que ce Mason Savoy se sacrifie, meurt, et il était déjà un personnage ambigu. Est-ce que c'était un méchant, est-ce que c'était un gentil, est-ce qu'il voulait l'aider à résoudre une enquête ou est-ce qu'il roulait pour lui? On ne savait pas trop. Bon, ce tome permet de poser les choses, sachant que pour arriver à ses fins, Mason Savoy a quand même commis des exactions absolument horribles. Mais pour sauver l'humanité. Ça, on ne sait pas si c'est simplement pour lui ou pas pour lui. Il a toujours dit. Et notamment des exactions envers Tonichu et sa famille Ouais, mais c'est et Rogue. ses proches. En fait, Mason, c'est Severus Rogue. C'est Severus Rogue. C'est Severus Rogue. Ouais, alors déjà, pour simplifier, je dirais qu'ils ont réussi à boucler toute l'enquête principale dans les 10 premiers tomes, on va dire. Et il restait qu'un seul grand mystère, c'était Les écritures les dans le ciel. écritures dans le ciel. Et en expliquant les écritures dans le ciel, ils expliquent l'origine de la grippe aviaire, le lien entre tous les personnages. Les méchants vampires. Enfin, beaucoup de choses Le sont expliquées grâce à ça. Il arrive à vraiment bien boucler son histoire. Et en fait, quelque chose qui est fantastique dans cette série, c'est que c'est complètement débile, mais c'est totalement cohérent. Exactement. C'est-à-dire qu'il a créé un univers avec des règles, mais what the fuck. Mais il te les donne, les règles. Et à partir du moment où tu as saisi les règles, tout tient la route. Exactement. Et il arrive sur une fin vraiment cohérente. Fin difficile parce que c'est la fin. Difficile parce que beaucoup de personnages meurent. En fait, la scène finale, l'épilogue, je sais pas, je l'ai pas adoré. L'épilogue. Ouais, non, je l'ai pas adoré. Je trouvais ça, je m'y attendais, quoi. Enfin, tu vois, j'ai pas eu le. Mais c'était tellement bien tout du long. Non, ça fait un petit pincement au cœur. Voilà. Bon, alors, ce que je n'ai pas dit donc pour ce tome 12, c'est que tout au long de ce tome 12, ce qui permet à Tonichu de résoudre l'énigme, c'est qu'il mange du Mason Savoy tout au long de ce tome 12, et au plus il en mange, et au plus les révélations arrivent, et en fait, Mason Savoy lui parle. Mason Savoy s'était parlé à lui-même en sachant que Tonichu serait obligé de le manger, et du coup, il lui distille les informations tout au long de ce tome 12, puisque bon, le meilleur ennemi de Tonichu reste la betterave, et Mason Savoy, pour éviter que Tonichu ait toutes les réponses d'un coup, s'était gavé, goinfré de betterave pour que les informations n'arrivent que petit à petit et que Tonichu soit obligé de manger une grande quantité de Mason Savoy. Petit C'est point aussi, totalement en débile. plus de la fin, ils ont intercalé au milieu une mini-série sur Demon Poyo. Poyo, donc, qui est un Poyo, c'est poulet un coq de combat. C'est un coq cybernétique de combat. Ouais. Qui est le meilleur combattant de je sais plus- Intergalactique. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, la section dont il fait partie. Ouais. Voilà. Et c'est complètement. Et qui règne sur leur fer d'ailleurs. Enfin bon, Oui, non, mais quand je dis qu'il y a des digressions, c'est plus que des digressions. Voilà. voilà. Bon, là, la digression principale, c'est que c'était une mini-série à part. Hein. Ouais, mais on pourrait très bien avoir une série totalement barrée sur Poyo.
Oui, je sais pas si ça irait très très loin, mais effectivement, ce serait très fun. Après, Tu- le truc intéressant aussi, c'est qu'à la fin, du coup, tu as John Lehman et Rob Guillory donc font Ouais. chacun un petit speech. Et ils expliquent le pourquoi du comment. Voilà. Et, Donc, du coup, et en fait- on sent de l'émotion Voilà, John Lehman qui explique que du coup, la fin qu'il a fait donc, dans ce tome 12, c'était la fin qu'il avait prévue dès le début. dès le démarrage. Il n'a pas c'est- changé son C'est un peu histoire. fou de se dire, merde, il avait prévu ça, il savait où il allait avec un Ouais. truc aussi débile. Et surtout ensuite, quand les deux racontent en fait comment est-ce qu'ils sont arrivés là, quoi. C'est en fait grosso modo à une on a un peu San Diego Comic Con, en fait, ils On étaient a un complètement peu vu. bourrés. Donc là, John Lehman raconte son projet d'histoire à Rob Guillory, qui lui cherchait la BD qui allait, une grosse BD, un gros projet, quoi. pour Et- le faire exploser, quoi. Voilà. Pour qu'il explose sur la scène internationale. Et le gars, tu vois, il dit, honnêtement, je pensais Ouais. vraiment pas que cette espèce d'histoire de flic cannibale allait pouvoir me mettre sur le devant de la scène, quoi. Oui. Et franchement, Psychopathe, s'il te plaît, pas ça a cannibale. ça a changé un peu leur vie à tous les deux. Enfin bon, quand on te pitch le truc au départ, tu dis cannibale. Oui, mais il est psychopathe, il est pas cannibale. Voilà. Hein, vas-y, dis-moi le nom d'un autre pouvoir. C'est quoi le nom de... Scribosaur. Scribosaur. Non. Amélia. Amélia, elle est Scabo scriveneuse. Scabo scriveneuse. Voilà. Sabot. Oui, sabot scriveneuse, c'est-à-dire que lorsqu'elle écrit, elle est capable de faire transmettre la saveur des aliments. Et sauf que son pouvoir se développant, elle est capable d'aller beaucoup plus loin que ça. C'est ce que j'expliquais tout Maintenant, à elle l'heure, c'est arrive que la plupart des pouvoirs en fait prennent une dimension supérieure. C'est un petit peu la transformation en exemple, Super Saiyan, Elle devient un personnage clé de l'aventure. clairement à là, la fin. Ouais. parce que en mangeant le Galsaberry, ça c'est Oui, Galsaberry, c'est ça, exactement. elle arrive à... La Galsaberry. Voilà. Elle arrive à écrire une histoire de fiction qui raconterait comment une autre planète lointaine, qui a aussi vu des écritures dans le ciel, comment c'est passé sur cette planète-là. Et oui, c'est passé exactement la même chose, en fait, et elle cherche comment changer la fin où tout le monde meurt. Ah non, c'est très très fort. Va-t-elle y arriver? Vous C'est le très, saurez très en fort. lisant les 12 tomes. C'est voilà. de Bon, Nietzsche. alors bon, s'il y a du coup de cœur à mettre, c'est maintenant On l'a fait parce pour que le 11. voilà, c'est énorme. C'est juste énorme. Ça tient, c'est un truc totalement barré, totalement débile, mais qui tient divinement la route. C'est quand même juste fabuleux. La trame principale tient gravement la route. C'est juste génial. Je crois qu'on a déjà mis un coup de cœur pour le 11, hein, quand même. Ouais, mais Non. bon, là, c'est comme la palme d'honneur pour l'ensemble de la carrière, quoi. Tu vois, à un moment donné, il faut le faire, quoi. Ouais, moi, je le mettrais, de toute façon. Ouais. Non, Bon, on c'est- vérifie sur la mise pour le 11, on ne va pas à remettre, mais en tout cas, pour l'ensemble de Tony Chu, c'est vraiment... Ouais, pour l'ensemble de son œuvre. c'est Merci vraiment John impeccable. Lehman, merci Rob Guillory. Le dessin s'est affiné lui aussi tout au long des 12 tomes, c'était encore plus plaisant. Et Bah, Tony Chu, au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus dark, quoi. Ouais, voilà. C'est du côté obscur. c'est ça, ce que lui a perdu en légèreté, le dessin l'a gagné. On lui a mis le coup de cœur pour le 11. Ouais, bah tu le remets sur le 12 s'il te plaît. Ouais. Y a pas de... tu peux pas mettre sur le 11. J'aurais pas mis sur le 11, j'aurais pas dû le mettre sur le 11. Ah J'aurais ben voilà, pas- ah ben non, mais voilà, ah ben Je voilà. l'avais pas lu le 11 à ce moment-là. Ah c'est ben pour ça voilà, que vous lui ah avez ben mis. voilà. Oh là là. Bon, allez, je vous le mets, votre coup de cœur. Ah, Parce que c'est une très très bonne série. Ah, c'est une excellente série. Qui vaut le coup. À offrir à tous les véganes. Paper and Carrot de David Revoy, paru chez Glénat. Bon, Revoy. on est très loin du scandale de la mirobolante. Oui, c'est oublié. Tout ça c'est oublié. Maintenant, on parle juste de l'histoire. Ah oui, tiens, pour info, Sous les bombes, c'est aussi sous licence Creative Commons. Oh mon Dieu. Oui, voilà. Si Glénat le fait paraître, ça va partir. Bon, Paper, c'est une sorcière. Carrot, c'est son chat. Paper est une apprentie sorcière. Et bah, du coup, comme tous les apprentis, bah, ils font des conneries. Et ils en font plein. Voilà. Et bon, donc, du coup, bah, on va suivre toutes leurs petites aventures, tous les petits strips au fur et à mesure. C'est une sorcière qui a un A collé sur son balai, quoi, grosso modo. C'est un peu ça, c'est un peu l'idée. Surtout en plus, voilà, mais il y en a une histoire qui me fait beaucoup rire, c'est quand en fait Pepper commence à creuser, parce que du coup, à chaque fois que les sorcières ratent une potion, en fait, on creuse un trou, on le jette dedans. Et au final, ça fout un sacré merdier, quoi. Surtout quand tu commences à creuser, à chercher ce qu'il y a au fond des trous. Voilà. Mais moi, graphiquement, je trouve que c'est toujours aussi sympa. J'ai passé un bon moment. Voilà, c'est petite la chasse au dragon aussi, les dents de dragon, c'est sympa. C'est de la bonne BD jeunesse, quoi. Ouais. Histoire courte. Histoire facilement courte, lue, graphiquement, c'est toujours très joli. Très fifi, quand même.
Oh, même pas, je vais très grand. même garçon là, attends, Voilà, de suite. oui, non. Voilà, c'est sexiste quoi. Moi, je trouve ça très fifi. Ouais, J'ai quand même le droit de le dire. Tu peux Bon. le dire. Mais moi, je dis que je dirais que non. Oui, non, c'est parce que l'héroïne est une fille, donc tu vois, une fille s'identifie. Non, au niveau du dessin, du choix des couleurs, C'est des quoi tonalités. C'est quoi? C'est la carotte, c'est le chat. C'est ça. Bref, Pepper and Carrot, le tome 2, c'est sympa et franchement, à offrir aux enfants et aux un peu plus grands. Un peu plus grand aussi, tu passes un bon moment quand même. Plus violent, Igai. Pour rappel, Igai nous raconte l'histoire d'une épidémie de zombies qui arrive en plein dans un lycée japonais. Et en fait, la particularité, c'est que les zombies, au bout d'un moment, reprennent conscience et c'est comme si de rien n'était et ils sont re-humains, entre guillemets, sauf qu'il leur manque des bouts. En fait, ils retrouvent une pensée, mais ils ont peut-être perdu des morceaux au moment où ils étaient zombies parce qu'on leur a bouffé la moitié de la tête. Voilà. Et donc, bien sûr, les survivants s'organisent en deux camps, hein, ceux qui sont zombies et ceux qui ne le sont pas, tous en se disant « Ouais, mais on peut discuter avec eux, en fait. On peut discuter avec les zombies. » Et enfin, dans ce Mais tome 4... pas tout le temps. Voilà. Oui, il y a Il des faut, moments où c'est difficile. il faut bien choisir son moment. Et enfin, dans ce tome 4, donc, il commence à se dire « Tiens, si on essayait de négocier et de trouver un moyen de s'entendre, alors que... plutôt que de se tirer dessus et d'essayer de s'entretuer, alors que maintenant qu'on sait que les passages de zombies dangereux sont temporaires, peut-être qu'on peut essayer de s'organiser de façon à vivre ensemble et à arrêter de s'entretuer. Donc les pacifistes entrent en scène, sauf que bon, les zombies, vu qu'on a déjà essayé de les cramer dans un gymnase, ils ont du mal à faire confiance. Venons en paix. Voilà. Pardon. Ils ont du mal à faire confiance. C'est exactement ça. Ouais, c'est... On vient en paix, les gars, allez-y. Enfermez-vous dedans. C'est bon, t'as l'essence? Ouais, ok, vas-y. Voilà. Bonne ambiance. Ça, c'est l'accueil à la française. Voilà, donc une approche un peu différente que les précédentes sur le sujet. Maintenant, on reste un peu trop dans le côté lycéen japonais, un peu cliché. C'est un bon moment de détente, zombie, assez cool, quoi. Enfin, C'est un zombie assez cool. Après, moi, il y a un truc quand même qui m'a... C'est l'air de rien, si tu veux, les minots, ça les dérange absolument pas de discuter avec quelqu'un tranquillou pilou qui vient de se faire bouffer la moitié du visage, où tu vois... Ils ont vu The Walking Dead. Où tu vois la mâchoire. Enfin, non, mais... Ouais, donc, non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Écoute, c'est sympa, on va se bouffer un sandwich, on va se bouffer un sandwich. Très cool, quoi. Moi, je les trouve quand même hyper zen. Mais à la fin de ce tome 4, il y a quand même entre guillemets, un truc qui se passe qui fait que on peut supposer que les tomes suivants vont avoir un petit changement. Oui. Voilà, Que... il y a une sorte de petite On apprend révélation. plus de choses sur les zombies. Ouais, une petite révélation qui peut faire son petit effet. Qui peut faire un petit effet et rendre la série un peu moins plan-plan qu'elle ne l'est pour le moment. Donc là, maintenant, il faudrait qu'ils arrivent à trouver autre chose. Et je pense que cette autre chose est arrivée. Voilà. Eh bien, nous avons fini cette émission. Merci de nous avoir écoutés. On s'excuse d'avance pour nos pitchs un peu pas terribles pour Complainte d'un land perdu en ce qui me concerne. Pour la Terre Promise aussi. Mais bon, en même temps, j'ai bugué. Désolé, ça Voilà, arrive. Et puis en même temps, il y a des mecs... Moi, j'ai été super bon. Il y a des mecs aussi qui m'ont fait toi, tu dis du mal des trucs que t'as pas lu. Voilà. Comment ça, j'ai du mal les trucs que j'ai pas lus? Ouais. Donc... Quoi, complainte? La vérité. Ouais. La vérité. Je dis pas de mal, la vérité. Bref, voilà. J'espère qu'on va pas se retrouver avec la lycra sur le dos. Tu veux du lycra? Moi, j'ai du lycra. Non, moi, c'est 100% coton ce que j'ai sur le dos. Et qu'on va arrêter cette émission parce que là, il commence à se faire tard et qu'il devienne insupportable. Voilà, il est temps d'aller coucher les enfants. Merci les enfants, c'était sympa. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser des... La minute raclure. Oui, la minute, donnez-nous des sous. Aidez-nous à nous acheter du matériel et des BD. Donc nous avons un Tipeee. Vous donnez même 1 euro par émission, ça nous donne un coup de main si vous aimez ce qu'on fait. Mais vous pouvez aussi cliquer sur les vignettes dans les articles pour les liens affiliés Amazon qui nous font un peu gagner des sous. C'est bien les liens Amazon, franchement c'est bien. Voilà, surtout si vous achetez des gros trucs derrière parce que... Voilà. Si vous changez de télé, c'est une bonne idée. Ouais. Et puis, bien entendu, vous pouvez acheter les t-shirts sur la boutique. Rien de plus particulier. N'oubliez pas que si vous nous mettez des étoiles sur iTunes, c'est quelque chose qui aide pas mal parce que c'est vrai qu'en termes de popularité, c'est un peu le principal truc, quoi. Et n'oubliez pas, vous mettez la meilleure
BD humoristique que vous ayez lu en commentaire et on en fera quelque chose. Nous ne savons toujours pas quoi. Oui, parce que pour l'instant, en 15 jours, franchement, vous avez absolument rien mis. Quoi. Ouais. Rien. Enfin, si, peut-être qu'on a des tonnes de commentaires, on n'en sait rien. Ah, pardon, On est dans le passé, n'oublie pas. Ah, c'est Nous vrai. sommes des hommes du passé. Eh bien- Ouais, ok, ouais. Putain, mais ça, faudrait arrêter de raconter des conneries comme ça et prendre les auditeurs pour des glands. Les hommes du passé vous disent à bientôt. Bientôt. Nous Et au espérons que revoir. vous avez passé un bon moment. Au revoir à tous. Ciao, ciao. Bye bye les gens!